Imaginez une entreprise sans aucun manager où vous devez payer vos collègues pour qu'ils effectuent la moindre tâche. Mieux encore, vous arrivez le matin, vous ouvrez une application, vous regardez toutes les tâches qu'il y a à faire et d'ailleurs votre salaire dépend des tâches que vous effectuez. Disco Corp, c'est le leader mondial de la découpe de semi-conducteurs. C'est une boîte japonaise qui emploie environ 7000 personnes, elle a d'autres entités dans le monde et réalise quand même 20 milliards de chiffres d'affaires par an. Ça fait 15 ans qu'ils ont ce fonctionnement-là et les employés ont l'air d'adorer puisqu'ils sont 87% à être satisfaits contre 57% en moyenne dans la plupart des entreprises. Et surtout, ils ont un taux de turnover, donc de départ, de renouvellement, de 5% seulement sur des métiers qui sont pourtant très concurrencés. Évidemment, la rentabilité, elle a doublé dans les 10 dernières années et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce modèle qui défie tout ce qu'on connaît sur l'organisation du travail. Pour comprendre comment ce système aussi radical a pu exister, il faut revenir aux origines de cette révolution managériale. On est en 2008 et Kazuma Sekiya, l'actuel dirigeant de Disco Corp, a une idée, c'est de se dire on va supprimer tous les managers et on va les remplacer par une application. Il en parle à son directeur financier, le problème c'est que le directeur financier voit tous les problèmes, il se dit que les gens vont pouvoir détourner le système, qu'il y aura des formes d'inégalité et il est pas chaud. Sauf que 3 ans plus tard, Kazuma Sekiya, le même dirigeant, revient à la charge, il a pas oublié son idée et il propose cette fois-ci de faire un test. Ils mettent en place une forme de test qui va durer quelques semaines, qui concerne seulement 70 personnes sur des équipes commerciales, support. Et tout de suite, c'est un énorme succès. Les marges décollent, les personnes concernées sont hyper satisfaites et d'autres personnes dans l'entreprise veulent faire la même chose. Et le directeur financier, qui était assez hostile au départ, devient le premier ambassadeur de ce fonctionnement. Et forcément, comme ça plaît, Kazuma Sekiya saute sur l'occasion, la machine s'emballe, il développe une app en interne pour pouvoir gérer les tâches du quotidien, on va y revenir. Ils disent à tous les managers, désormais vous ne pouvez plus donner d'ordre aux gens, vous pouvez plus leur dire quoi faire, vous devez les payer en utilisant la monnaie interne, le Will. Le Will, c'est la monnaie interne. Quand vous arrivez le matin, vous ouvrez une application et vous regardez toutes les tâches qui sont disponibles. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ça peut être la traduction d'un document, ça peut être faire de la recherche et développement, faire passer un entretien. Vous pouvez choisir librement toutes les tâches, peu importe le département dans lequel vous êtes. D'ailleurs, il n'y a plus de département, il n'y a plus de manager. Vous arrivez le matin, vous êtes simplement employé de Will. Les tâches, évidemment, elles sont plus ou moins rémunérées en fonction de leur complexité, en fonction du nombre de personnes qui maîtrisent les compétences pour effectuer ces tâches-là. C'est une sorte de marché à l'intérieur du marché. Vous démarrez le mois et vous êtes à 0. La philosophie derrière, c'est de dire que jusqu'à preuve du contraire, chaque employé est un coût jusqu'à ce qu'il démontre qu'il a rapporté des sous à l'entreprise. Les Will fonctionnent donc avec un système d'enchères. Par exemple, si vous traduisez un document juridique d'une 50aine de pages, ça va être 5 millions de Will. Si jamais vous faites par exemple un entretien d'embauche, là ça sera 200 000 Will. Traiter des factures, c'est un peu plus facile. Dans ce cas-là, c'est seulement 80 000 Will. Vous pouvez ensuite échanger ces Will contre de la monnaie sonnante et trébuchante des yens au Japon. Il y a vraiment un marché au sein de l'entreprise Disco Corp. Le patron a été beaucoup plus loin dans la gamification puisque tous les vendredis, il tient ce qui s'appelle le Coliseum. Le Coliseum, c'est un moment dans lequel 2 personnes de l'entreprise, n'importe qui, peuvent venir pitcher une solution à un problème. Et dans la salle, on a le patron et on a une centaine de personnes qui peuvent assister aussi et qui vont voter, toujours en faisant une sorte de mise, un peu comme un pari sportif. La solution qui sera élue face au problème, elle va remporter la somme de tous les Will pour pouvoir financer cette solution-là et les personnes qui auront voté pour la solution gagnante seront aussi incentivées et recevront une petite part de la somme récoltée. C'est la gamification poussée au maximum, y compris dans une démarche d'innovation. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup puisqu'en moyenne, il y a dans l'année 5000 compétitions qui ont lieu comme ça. Alors, c'est un système qui est très différent, qui est fascinant, mais évidemment qui soulève quand même de nombreuses questions éthiques et de sacrées problématiques. Comme dans n'importe quel système, il y a des gagnants et des perdants. Si vous avez des compétences qui sont assez généralistes, forcément vous allez être cantonné aux tâches qui sont les plus basiques, qui sont pas forcément les plus rémunératrices. Et au contraire, si jamais vous avez des compétences qui sont très développées, pointues, spécialisées sur un domaine en particulier, vous allez pouvoir accéder à des tâches qui sont beaucoup mieux rémunérées par rapport au temps qui est passé. Ce qui est également décrié, c'est le fait que le patron Kazuma Sekiya est capable de changer les règles régulièrement pour toujours maximiser la productivité et qu'il n'y ait personne qui arrive à profiter du système. En 10 ans, il y aura eu à peu près une centaine de mises à jour aussi de l'application Will. Alors ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi à la façon dont la monnaie Will elle est créée. La monnaie Will elle est créée dès lors qu'il y a des ventes dans la monnaie réelle, dans le vrai monde, avec des yens par exemple, et ensuite il y a une forme de création monétaire en Will qui va cascader dans l'organisation à partir des achats. Mais ça c'est pour la moitié de la monnaie. L'autre moitié de la monnaie qui est en circulation aujourd'hui, c'est de la monnaie qui a été créée
par le dirigeant. Et donc là, il y a certaines personnes qui ont décrié le modèle en disant que c'était pas un vrai marché libre parce qu'il y avait le patron qui pouvait changer les règles à tout moment, décréter de nouveaux projets, créer de la monnaie, donc faire une forme d'inflation, et ça faussait l'enjeu de marché qui était le point de départ comme de cette application. D'ailleurs, le patron compare volontiers ce système au score social chinois pour expliquer que effectivement c'est une forme de contrôle qui peut être déguisée à travers un mode qui va être gamifié de travail. Ce fonctionnement avec les wheels a aussi un impact énorme sur les personnes, c'est-à-dire que les gens vont nouer des liens un peu particuliers parce que si vous voulez travailler avec une certaine personne qui va pouvoir être meilleure que vous, qui va peut-être être votre mentor, parfois vous pouvez la payer. Il y a des gens qui ont essayé de mettre en place ce système au sein de leur propre famille. Il y a même des journalistes qui ont essayé d'interroger des personnes chez DiscoCorp pour avoir leur retour sur ce fonctionnement et qui ont exigé d'être payées tellement elles étaient habituées à être payées pour absolument toutes les tâches qu'elles effectuaient. Évidemment, il y a une forme d'addiction, on reprend tous les mécanismes du jeu vidéo, on gamifie l'expérience complètement. Alors ça peut être sur certains aspects hyper agréable, mais en même temps on rentre dans un schéma d'addiction et ça on sait que c'est pas bon. Dans l'entreprise, et ça c'est complètement dingue, il y a une moyenne de 43 heures supplémentaires par mois effectuées par les personnes qui travaillent chez DiscoCorp contre une quinzaine d'heures en moyenne au Japon. Et dans un pays qui est déjà en proie à de vraies problématiques sur la gestion du temps de travail, le fait qu'il n'y ait aucune limite sur les heures supplémentaires n'incite personne à travailler moins. Forcément les gens se tuent à la tâche, ont envie d'en faire le plus possible pour amasser un maximum d'argent. Ça vient flirter avec la limite, le karoshi, cette mort par excès de travail au Japon qui est un vrai problème de société dont le gouvernement essaie de s'occuper. Au pays du soleil levant, se tuer à la tâche n'est pas seulement une expression, c'est une réalité. La mort due au surmenage au travail, le karoshi, est une menace dans une entreprise sur 5 et selon le gouvernement japonais, 200 personnes environ en sont victimes chaque année. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est quand même le fait qu'on rémunère la compétence, on rémunère pas la présence, et ça c'est vraiment un fléau, le présentéisme, le fait de faire semblant de travailler, de montrer qu'on travaille plus que de travailler. Là, ça sert à rien de montrer qu'on travaille, ce qui est intéressant c'est vraiment de travailler parce que c'est la tâche en tant que telle qui va être rémunérée. Ça permet aussi de casser les silos, on parle avec des collègues qui sont dans tout type de départements de l'organisation, mais plus de départements. Il y a aussi une forme d'innovation démocratique avec les plus de 5000 projets qui sont faits sur le Coliseum, qui sont pitchés, n'importe qui dans la boîte peut pitcher son projet, et ça c'est quand même quelque chose d'hyper positif. Ils ont réussi, et ça c'est pour le coup assez innovant, notamment au Japon, à sortir de ce système où on est rémunéré en fonction de l'ancienneté, en fonction de son âge, et on est vraiment rémunéré en fonction de ses compétences, puisque les compétences sont directement liées aux tâches qu'on est capable d'effectuer. Et puis on ne peut pas nier l'efficacité de la motivation financière. Toutes les études montrent que ça reste l'argent le levier de motivation numéro 1. Et pour le coup, ils ont réussi à en faire l'incentive principale chez DiscoCorp, ça c'est très fort. Alors c'est un modèle qui, malgré tous ses défauts, continue d'attirer puisque, je vous disais, 87% des personnes qui travaillent chez DiscoCorp se déclarent satisfaites contre une moyenne de 57% dans d'autres organisations. C'est un modèle qui fascine tellement que la plupart des grandes entreprises japonaises viennent voir ce qui se passe chez DiscoCorp et essaient de s'inspirer aussi. Alors il n'y en a aucune qui a passé le cap, mais des Panasonic, des Toyota par exemple, sont venus visiter, ont regardé ce qui se passait et sont complètement intrigués par ce modèle assez unique en son genre. Et puis ça a l'air de fonctionner puisqu'on parle quand même d'un leader qui a 75% des parts de marché. En 10 ans, la rentabilité, elle a doublé, elle est passée de 15% à 30%, et il y a une efficacité opérationnelle qui est reconnue par la concurrence. La vraie problématique, c'est par contre les objectifs qui sont poursuivis. Dans le cas de DiscoCorp, les objectifs, c'est de pousser à la productivité maximale, à des heures supplémentaires, à en réalité travailler au maximum. On pourrait très bien imaginer un modèle dans lequel on garde un incentive qui est l'argent, mais par contre on va pas rémunérer en fonction des heures supplémentaires ou des tâches qui sont effectuées. On va pouvoir peut-être récompenser la montée en compétences, ou peut-être quand on va réussir à en faire autant, mais en travaillant un petit peu moins, en réduisant le temps de travail. Donc le vrai problème pour moi de DiscoCorp, c'est les objectifs qui sont poursuivis. C'est vraiment pas le système. Au contraire, je trouve qu'il est assez malin et on pourrait s'en inspirer. Et le fait de jouer avec cette incentive universelle qui est l'argent, ça a vraiment du bon pour engager les collaborateurs. Alors pour l'instant, je connais pas d'entreprise qui a su imiter le modèle de DiscoCorp avec des objectifs un peu plus vertueux, mais peut-être que ça existera à l'avenir. Ça reste un modèle qui vraiment est très à part, dont j'avais encore jamais entendu parler. Et pourtant, je creuse énormément de modèles. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette année, dans les différents documentaires Work in Progress, les différentes vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube, c'est d'aller décortiquer les modèles managériaux et organisationnels qui sont un peu atypiques, qui font leurs preuves d'une façon ou d'une autre, qui permettent d'améliorer le bien-être et la performance au travail. Si jamais ça t'a plu, abonne-toi et puis surtout dis-moi en commentaire si jamais tu te verrais travailler dans un modèle comme Disco ou si tu trouves ça complètement aberrant.